Aujourd'hui, on va faire le TD de l'hémorragie méningée, la conduite à tenir devant une hémorragie sous-arachnoïdienne. Donc HSA ou bien hémorragie méningée, c'est-à-dire quoi sous-arachnoïdienne. Donc on a un espace entre la pymère et le feuillet arachnoïdien qui est plein de sang. C'est ça ce qu'on appelle l'hémorragie sous-arachnoïdienne. Elle peut être due à trois étiologies, trois causes, soit vasculaire, par un anévrisme, c'est-à-dire une dilatation pathologique de l'artère, soit un anévrisme artériel, soit un anévrisme infectieux, donc là c'est l'endocardite et tout, soit c'est extravasculaire, c'est-à-dire par un traumatisme crânien, une maladie des vaisseaux, angiopathie, soit il est purement idiopathique. Donc, quelle est notre conduite à tenir? Déjà, c'est interroger le patient, c'est-à-dire l'état civil du patient, les antécédents, les médicaments qu'il prend, est-ce qu'il est sous anticoagulant, car une hémorragie où le patient est sous anticoagulant est grave. Est-ce qu'il a déjà fait des chirurgies, une notion de traumatisme crânien, une notion infectieuse, endocardite, donc ça donne des anévrismes. L'examen clinique, on doit rechercher les symptômes suivants, donc le syndrome méningé, donc on va chercher les signes fonctionnels du syndrome méningé, les céphalées qui est le maître symptôme, qui est généralement les caractéristiques d'installation brutale, violente, d'emblée maximale, en casque, rebellose ontalgique. On va chercher s'il y a une notion de vomissement ou de nausée, des vomissements en jet, photophonophobie et les troubles de la conscience allant de l'obnubulation au coma. Et aussi les signes physiques du syndrome méningé, le Brodzinski, le Kerning qui sont positifs et la raideur de la nuque. Anomalie du fond d'œil, bien sûr, il faut toujours les rechercher. Pourquoi? Parce que... pourquoi? En fait, car quand j'ai une hémorragie intracrânienne, donc dans l'espace sous-arachnoïdien, donc là, il y a du sang, il y a plus de sang à ce niveau. Donc le volume augmente, la pression augmente. Donc quand on a une HIC, le retour veineux, il va diminuer au niveau de la rétine. Donc il diminue, donc on aura un œdème papillaire bilatéral qui est lié à l'HIC. C'est pourquoi le fond d'œil est très important dans un syndrome d'hémorragie méningée pour rechercher s'il y a une HIC. Car si on trouve un œdème papillaire bilatéral, c'est un signe d'HIC, tout simplement. Après ça, on recherche, le dernier truc à rechercher dans l'examen clinique, c'est des signes d'initiation pyramidale, c'est-à-dire un signe de Babinski, c'est une projection centrale, des réflexes ostéotendineux vifs, voilà. Pour les examens complémentaires, bien évidemment, le scanner cérébral, c'est-à-dire l'ATDM, c'est l'examen de première intention. L'examen de première intention, mais il faut savoir qu'il va se faire sans injection de produits de contraste. Là, on va retrouver, si on a une hémorragie sous-arachnoïdienne, c'est-à-dire une hémorragie méningée, on va trouver une hyperdensité spontanée des espaces sous-arachnoïdiens qui vont effacer les sillons corticaux. Donc, comme j'ai dit, pour le scanner cérébral, on va trouver une hyperdensité spontanée des espaces sous-arachnoïdiens qui va effacer les sillons corticaux et remplir les citernes de la base du crâne et les vallées sylviennes. Pour la ponction lombaire, elle n'est pas pratiquée que si le tableau clinique il est très évocateur avec un scanner cérébral normal, bien sûr, après avoir éliminé des signes d'HIC avec risque d'engagement. Le LCR, il est uniformément rouge dans ce cas, dans les trois tubes, parce qu'on va faire l'épreuve des trois tubes. Il ne se coagule pas. Et à la numération, les hématies sont en nombre très élevé par rapport aux autres éléments. Pourquoi? Parce qu'on pourrait avoir une PL où elle est rouge, mais c'est juste traumatique et non pas hémorragique. Donc, il faut faire la différence avec l'épreuve des trois tubes. Quand c'est traumatique, on aura donc le premier tube qui est rouge, puis ça s'éclaircit et ça devient normal. Et quand c'est hémorragique, ça reste rouge dans les trois tubes. L'IRM, elle est très sensible, mais c'est du luxe et elle est très chère. Voilà, donc c'est juste quand c'est tardif. Et puis l'angioscan cérébral, on le fait pour le diagnostic étiologique. La sensibilité elle est de 98%. Et voilà, elle montre les malformations vasculaires et tout ce que vous voulez. L'angiographie cérébrale, aussi pour le diagnostic étiologique. Pour la conduite à tenir, le traitement, c'est une urgence vitale neurochirurgicale. Donc l'objectif, c'est de lutter contre la douleur, de supprimer la cause du saignement et de prévenir et de traiter les complications éventuelles. Donc on a une hémorragie, donc c'est l'HIC, l'ischémie, la souffrance cérébrale, l'infarcissement du cerveau, c'est l'infarctus du cerveau qu'on redoute le plus, c'est la complication ultime. Donc pour ça, pour ne pas arriver à ça, on va faire une prise en charge médicale en unité de soins intensifs en urgence, c'est-à-dire on va le mettre en condition, un repos strict au lit, un bilan préopératoire, un arrêt des
apports par voie orale, une mise en place d'une voie d'abord veineuse, une sonde nasogastrique, c'est-à-dire tension artérielle, fréquence cardiaque, température, c'est une surveillance, un score de Glasgow, etc. Un traitement symptomatique, c'est-à-dire désentalgique, par des médicaments qui ne perturbent pas aussi la fonction plaquettaire, attention, et qui sont aussi non sédatifs, comme par exemple le Prodafalgan. En revanche, les salicyliques et les AINS sont contre-indiqués vu qu'ils perturbent. Une prise en charge aussi des fonctions vitales. Oh, j'ai oublié. Là, je suis en train de parler. C'est une intubation, donc avec ventilation assistée en cas de détresse respiratoire. Pression artérielle maintenue, il faut la maintenir aux alentours de 15. Une prévention aussi d'un spasme artériel par quoi? Par la nimodipine. En fait, c'est un vasodilatateur des vaisseaux, donc c'est un inhibiteur calcique qui va donner une vasodilatation. Donc la prévention du spasme artériel, si on a une hydrocéphalie aiguë obstructive, il y a de la fibrine et tout qui peut se coller au vaisseau. Et puis on a la complication hémorragique sous-arachnoïdienne aussi précoce. C'est l'HIC, hydrocéphalie aiguë obstructive, donc on va essayer de prévenir tout ça. Donc ensuite on va faire un transfert médicalisé immédiat en milieu neurochirurgical pour une prise en charge interventionnelle. Parce que faut traiter. Donc on va traiter la cause, donc c'est l'arrêt du saignement et de l'hémorragie. Donc elle impose le plus tôt possible, après mise en évidence de l'anévrisme, une angiographie, un compte tenu du pronostic extrêmement grave d'un renseignement, et cette intervention, elle est retardée. S'il existe des troubles de la conscience, c'est après la 2e semaine. S'il y a aussi des troubles neurovégétatifs sévères ou un spasme artériel. Donc là, c'est après 2 semaines. Et le traitement, il peut être chirurgical par l'ouverture du crâne ou bien neuroradiologique. Mettre une sonde en fonction de l'état du patient, de la localisation de l'anévrisme, de l'aspect du collet. Le traitement, il est chirurgical. Après craniotomie, on exclut l'anévrisme, on pose un clip sur le collet. Le traitement, il est par neuroradiologie interventionnelle sans craniotomie. Il consiste en la montée par voie endovasculaire d'un cathéter jusqu'au sac anévrismal et le dépôt in situ des matériels permettant l'exclusion de l'anévrisme, soit ballonné, spire, micropore, colle, etc. Si je veux résumer le tout, c'est quoi l'hémorragie méningée? C'est une éruption de sang dans les espaces sous-arachnoïdiens des méninges. Normalement, il y a du LCR. Dans ce cas, il y a du sang. Il y aura aussi du sang. Donc, elle peut être spontanée ou secondaire. Ce qui nous intéresse, c'est la spontanée. La clinique, il faut rechercher le trépied du syndrome méningé fonctionnel, c'est céphalée, vomissement, constipation. Et physique, c'est le Kerning, le Brudzinski et la raideur de la nuque. Donc, elle est spontanée en coup de tonnerre dans un ciel serein. Les vomissements sont tangés, ils ne soulagent pas les céphalées. Contrairement à la HIC, on a des vomissements angés, mais qui soulagent les céphalées. Il n'y a pas de syndrome d'HIC ici. Attention, on ne parle pas d'HIC dans l'hémorragie méningée. Sauf s'il y a un hématome associé, une inondation ventriculaire, une hydrocéphalie. Donc là, on parle d'HIC. S'il y a un traumatisme crânien, on peut avoir des troubles de la conscience. Donc, que faire? C'est un scanner sans injection sans produit de contraste en urgence. On voit du sang, mais dans des cas rares, il est normal, il n'y a pas de sang. Donc là, on va faire quoi? On va faire la technique des 3 tubes ou l'IRM, donc voir les stigmates d'hémorragie. Il y a lise sanguine, donc on va faire une formule, on va voir les globules rouges et tout, les globules blancs. Il y a aussi 3 classifications, je n'ai pas parlé, c'est parce que c'est pratique ici. Donc il y a 2 qui sont cliniques, c'est WFNS et Hand-Hand-Hands. Et on a une qui est radiologique, qui est celle de Fischer. Après avoir classé le patient et tout, on va faire un traitement médical. Dans les formes isolées, on va donner les inhibiteurs calciques. Aussi, on va faire l'angiographie pour voir quelle est l'étiologie. L'angiographie, c'est à distance de 6 mois. Après, pour étayer le diagnostic étiologique. Et selon l'étiologie, on a soit c'est une rupture d'anévrisme, soit c'est une malformation artério-veineuse fréquente chez l'enfant, soit c'est le moyen, c'est une vascularite, soit c'est la maladie de Farr, soit c'est un cavernome, une lésion vasculaire. Donc là, elle peut saigner. On va voir. Donc, selon l'étiologie, on va la traiter. Il y a 4 complications à l'hémorragie méningée. Soit c'est le renseignement, le vasospasme, les inhibiteurs calciques. Il faut les donner dans ce cas. Pourquoi? Parce que quand il y a le vaisseau qui s'est éclaté, il y a le sang qui va sortir du vaisseau. Quand le sang sort du vaisseau,
il y a des produits de dégradation du sang, c'est le calcium. Et ce calcium-là, il va entourer le vaisseau, il va donner un vasospasme. C'est pourquoi on donne des inhibiteurs classiques dans le cas du vasospasme. On a la troisième complication, c'est l'hydrocéphalie. L'hydrocéphalie, et la quatrième complication, c'est l'ischémie retardée à partir du 11e jour, entre 11e et 14e jour. Donc vous avez 4 complications de l'hémorragie méningée, à savoir ressaignement, vasospasme, hydrocéphalie et ischémie. La prise en charge, il faut isoler dans une chambre, car, bon, isoler dans un coin où il n'y a pas de sang, il n'y a pas de lumière. Quand je dis isolé, ça ne veut pas dire que c'est une épidémie ou que c'est contagieux, c'est juste qu'il ne supporte pas la lumière, il ne supporte pas le son, photophonophobie. Donc on va voilà, le mettre à l'abri de ces trucs qui aggravent la chicée. Même les sons, ils l'aggravent. Les antalgiques, il faut donner, scoper le patient, tension artérielle, hémodynamie. Et selon la cause, si c'est un anévrisme rompu par exemple, on va faire une chirurgie criblée ou embolisation médicale. Si c'est une MAV, c'est-à-dire une malformation artério-veineuse, il faut opérer selon le siège et le drainage tout simplement.